soit K un antinaturel, soit N supérieur ou égal à K, montrer que le coefficient binomial K parmi N est équivalent à N puissance K sur K factoriel quand N tend vers plus l'infini. La première question, je laisse 2 minutes de réflexion, le premier qui trouve, il intervient. Et ça, c'est quelle que soit la filière. Commencez pas à me dire, ah, je suis en PT. Je dis tout de suite, je la connais l'histoire. Je vois Arnaud, tu te dis mince, c'était l'année dernière. Je vois Arnaud, tu as un regard de tristesse. En fait, ma connexion est encore plus pourrie que chez moi. En fait, Ah mince, je suis désolé. Bah moi, nous on le voit bien. Ah, Alexis. Je vois pas. Alexis est venu avec son pote. Bonjour les amis. Là, t'as coupé ton micro, Alexis. Alors le premier qui trouve, hein, on va essayer d'aller vite. On va faire un mode, voilà. C'est les concours, c'est la pression, on va vite et on est très vite d'esprit. C'est une question d'écrit, donc ça typiquement, c'était une question au milieu du... On écrit la formule du coefficient. Exactement, il y a juste ça à faire. Alors vas-y, Kenza, c'est toi la première. Donc tu m'as dit quoi, Kenza? Donc on écrit que K parmi N, c'est N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. Très bien. Et ensuite, on simplifie en écrivant que c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à N moins K plus 1 sur K factoriel. Et c'est bien équivalent à N puissance K sur K factoriel quand N. Alors, et justement, est-ce que tu n'as pas un petit doute? Parce que quand même, il y a du K. Tu es sûr que ça, c'est équivalent à N puissance K sur K factoriel? C'est quoi juste? Qu'est-ce qu'il faut dire explicitement pour être sûr de ne pas dire de bêtises? K est une constante par rapport à N? Exactement, il faut le dire. C'est juste ça pour... Parce que moi, je vous connais, je suis sûr parmi vous. Alors déjà, petit truc, parce que Kenza a parfaitement raison. L'idée, c'est que si K est fixé, imaginons que K, c'est 132. Bah, à la fin, si N, et je peux le faire tendre vers plus l'infini, je peux passer N à 1000 milliards. Et en fait, comme K est une constante, chacun de ces termes ici, ce sera équivalent à N. Vous voyez, donc en fait, cette somme-là, cette quantité-là, est bien équivalente à N puissance K sur K factoriel, parce qu'ici, il y a bien K termes. Oui, Grégoire. Est-ce qu'on peut bourriner avec Stirling aussi? Exact. Alors, justement, ce que j'allais dire, Grégoire. En fait, Stirling, c'est naturel d'y penser, parce que quand on veut passer d'un factoriel à une puissance, Stirling est légitime, sauf qu'en fait, ça va être une galère. Et ça sera calculatoire. Mais on peut le faire. Mais l'idée, justement, c'est pour ça que je l'ai fait, c'était pour vous dire, en passant par Stirling, tu trouveras le même résultat, mais ça va être en fait avec des calculs fastidieux, alors que, c'est ça que je voulais vous dire, n'oubliez jamais, quand vous êtes au milieu des CCP, si vous n'êtes pas mauvais, et que la question, vous la trouvez un peu dure, vous devez vous dire, c'est pas possible, je suis au CCP. D'accord? Tu veux pas dire ça dans les 10 premières minutes? Le respect est parti. Parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, on a des élèves de toutes les prépas, tout ça. Excusez-moi, mais c'est typiquement ça parce que moi, j'ai voulu commencer. Pour être franc, Grégoire, la première fois que j'ai fait cette question, quand j'ai préparé cette séance, j'ai commencé par faire Stirling. Mais c'est parfait, Stirling, ça simplifie tout bien. Oui, mais après, tu as quand même. Non, ça ne simplifie pas tout bien. Tu as un N puissance K sur N moins K puissance N moins K. Oui, mais N-K, c'est équivalent à N, et donc voilà. Ok, oui, ouais, voilà, c'est vrai aussi. C'est vrai que c'est pas non plus hyper. Je suis d'accord. Si tu t'y es pris comme ça, ça marche aussi. Tout ça pour dire Stirling marche.
Mais moi, j'aurais voulu dire, voilà, ça. Et ça court. Voilà, exactement. C'est bien exactement ça, ça court. Voilà. Donc, ça c'était la première question. D'où notre remarque qu'on se dit tous ensemble, c'est que, donc en fait, il y a des questions sur les coefficients binomiaux dans les concours. C'est pas un truc qu'ils ne font jamais. Donc, quels sont tous les résultats qu'on doit connaître sur les coefficients binomiaux? C'est parti en 5 minutes. Donc, premièrement, ça fait combien la somme des k parmi n? Ensuite, la somme des k fois k parmi n. K fois, oui, k parmi n, k variant de 0 à n, on a de 1 à n, k variant de 0 à n, ça c'est 1, ça c'est 2. Troisièmement, la somme des k parmi n au carré. On va faire ces 3 petites sommes qu'en général on fait en début de sup, mais en général, la début de sup, vous vous dites, bon, ça tombe jamais au concours. Mais en fait, si, en fait, il y a des trucs qui tombent au concours. Donc, il faut que vous soyez, alors, essayez d'être à l'aise là-dessus. Ah, Christophe Nero. Christophe, tu es de quelle prépa? Il y a un nouveau Christophe? Ah, il a Job, c'est le pote de Kenza, Alexis. Donc la première, effectivement, c'est 2 puissance n. Même les prépas commerciales savent ça. Ah, donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit de ne pas le savoir. Donc ça, évidemment, c'est 1 plus 1 puissance n. La première est très simple. La somme des k parmi n, c'est 2 puissance n. La deuxième. Alors, il y a un garçon qui s'appelle Rida qui nous dit c'est n fois 2 puissance n-1. Alors, il a raison. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on fait pour trouver n fois 2 puissance n-1? On dérive. Alors, on dérive quoi exactement? Bah, 2 puissance n. Non. Non. X puissance n. X puissance n. J'ai pas très bien entendu. Prends 2 minutes, Grégoire, pour formaliser tout ça. Et tu dérives la somme pour k en de 1 à n des k parmi n fois x puissance k. Ok, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Évalué en 1. Alors, 2 secondes. On considère f de x égale quoi, Grégoire? Bah, 1 plus x puissance n. Voilà, là c'est propre. 1 plus x puissance n, et c'est égal à la somme des k parmi n, x puissance k, pour k variant de 0 à n. Ok. F est C1 sur R, et donc ça c'est x appartenant à R. F' de x est donc égal à la somme des k fois x puissance k moins 1. Ok, parce qu'en 0 ça fait 0. Du coup, pardon, oui, k parmi n. Ok. Du coup, f' de 1, c'est égal à la somme pour k variant de 1 à n, des k fois k parmi n. Et c'est aussi égal à, or f' de x, c'est aussi égal à n fois 1 plus x puissance n moins 1. Du coup, f' de 1, c'est égal à n fois 2 puissance n moins 1. Très bien les copains. Hein, c'est vraiment pour s'échauffer tout ça. Pour la troisième, il faut étudier x plus 1 puissance 2n. Alors, pour la troisième, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à part Kenza? Ou sinon, on peut attendre. Excusez-moi, je vais un peu vite. Hein. Je laisse, excusez. Là, à la fin, c'était n fois 2 puissance n moins 1. Je suis désolé, j'ai effacé. Isor, t'as pas eu le temps de noter? Si, bon. Ok. Je laisse juste Kenza, c'est très bien ce que tu as fait. Et, je laisse juste 30 secondes pour que les autres. Il y a un nouveau Thomas Waldoura. Salut Thomas. Thomas, t'as coupé ton micro. Ouais, désolé. Ouais, c'est bon. Alors, toi, t'es dans quelle prépa, Thomas? Moi, je suis à Champollion, en PC. T'es en PC étoile? Ouais, à Champollion. Ah, t'es en compétition avec Kenza. Kenza You, je te présente Thomas Waldoura. Thomas Waldoura, je te présente Kenza. C'est pas grave, il y a plein de places après moi. Bonjour. Hein. Il y a aussi Grégoire. J'aurais dit un petit peu la compétition entre les PC étoiles, quoi. Toi, Thomas, Comment tu peux m'oublier, honnêtement? Honnêtement, t'es inoubliable en plus, c'est vrai. C'est pas une blague. Toi, Thomas, tu vises quoi comme école? J'aimerais bien Central Lyon. Ok, ça veut dire que tu vas viser l'X. Je connais cette technique. Donc, tu vises un peu moins et tu caches un peu tes ambitions. Pas mal ta technique, Thomas. T'as une idée pour la troisième, Thomas? Mais en fait, j'ai pas compris, genre, je trouve pas l'énoncé ou quoi.
Ah non, en fait, j'en ai écrit au tableau. Non, tout est sur le tableau. En fait, c'était la somme des k parmi n au carré. Si tu arrives en retard, c'est la somme, c'était ça. D'accord. Ok. Alors, à part Kenza elle nous a donné un début de solution. Je pense qu'elle l'a. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a? Il est plus dur que les autres. Hein. La vérité, il faut l'avoir déjà vu. Moi, Tu l'avais vu avec nous ou pas? Non. Ok, mais tu l'avais déjà vu, je pense. Ouais. Je fais des maths à côté d'éducatif. Je sais, franchement, j'espère. Non, mais en fait, sans déconner, en fait, les maths, il y a plein de questions. C'est ce que je réalise en regardant les concours. S'il y a des questions, si vous les avez jamais vues, vous les faites pas. Hein. Donc, celle-là en fait partie. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? À part Kenza. on peut le faire avec un produit de Cauchy. Bah, bien, vous voyez, moi, Isor, je parie sur toi. Je te dis, tu seras la surprise de l'année 2018 à Montpellier. Pourquoi la surprise? Tu doutes de son niveau? Non, parce qu'ils l'ont pas. Elle n'est pas partie en étoile, je sais pas pourquoi. Bref, on va pas faire la scolarité d'Isor. Vas-y, Isor, soumets-nous ta proposition. K parmi n, c'est aussi n moins k parmi n. Ok, donc ça fait la somme pour k variant de 0 à n. Des Voilà, k parmi n. Ah, mais oui, je suis trop con, putain. Ouais, N n moins moins k parmi n. Et ensuite, avec un produit de Cauchy, je sais pas. On peut Non, poser- c'était un petit peu magique. Hein. Tu m'as juste dit produit de Cauchy, d'accord. mais, Non, mais après, si on prend la série des k parmi n et la série des n moins k parmi n. non, quand tu dis le produit de Cauchy, c'est une bonne idée. L'idée, c'est de dire ça, en fait, c'est sans doute un terme que je trouve lorsque je fais le produit de deux sommes. C'était ça qu'on va dire, le produit de Cauchy. Donc, en fait, de quelle somme cela pourrait être le produit? Quelle somme avec un S? Essayez donc de. Chez Kenza, tu l'as, mais j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vais essayer de le faire comme ça. Produit de deux sommes. Mais en fait, c'est un bon réflexe. Quand vous voyez, de manière générale, et ça, c'est quel que soit le chapitre, quand vous voyez une somme avec deux indices dont la somme est constante, vous voyez bien là, ici, j'ai k, n-k. 0, n, 1, n-1, 2, n-2, la somme fait toujours n. Vous devez vous dire Cauchy. Mais en fait, Cauchy, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire il y aura sans doute une somme, et quand je développe, en fait, j'ai la somme des coefficients dont la somme des indices est une constante. Là, c'est la somme des indices fait n. Ça doit vous faire penser à un truc comme ça. Donc, on va essayer je vais vous aider quand même. Alors, on écrit 1 plus x puissance 2n, c'est 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Et ça fait quoi? Ça fait la somme des k parmi n, x puissance k, pour k variant de 0 à n, facteur de la somme des k parmi n, k variant de 0 à n, des x puissance n. Quel est le lien entre ça et ça? Ouais, très bien, Christophe. Je vous dis, ce Christophe Néraud. Ah oui, c'est votre pote Kenza, Christophe Néraud, il a genre. Ouais, mais il est en MP. Ok. Alors, il a raison, il nous a dit c'est le coefficient devant x puissance n. Effectivement, si on développe tout ici. Alors, regardez, j'essaie juste de vous. Là, ici, la somme à gauche, c'est 1 plus 1 parmi n x plus 2 parmi n x carré plus 3 petits points plus n parmi n x puissance n, facteur de la même chose. 1 plus n parmi 1 x plus 3 petits points plus n parmi n x puissance n. Quand je développe tout ça, ça va me donner un polynôme de coefficient 2n, de degré, pardon, 2n, et je me dis, mais quel va être le coefficient devant x puissance n? Devant x puissance n, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des produits dont
la somme des degrés va faire n. Donc là, par exemple, j'aurai 1 fois mn, donc j'aurai 0n fois mn, plus, bah ici, si j'ai du x, il faut que je compense avec du x puissance n-1, donc ça va faire 1 parmi n, n-1 parmi n, plus ainsi de suite, et à la fin, j'aurai nn, n0. Walid, c'est quoi c'est ça le produit de Cauchy? En fait, ce qu'on appelle produit de Cauchy, c'est quand j'ai deux séries. Ouais. Et on appelle le produit de Cauchy de deux séries la série dont chacun des termes est la somme des AK, la somme des AK Bn-K. Pour K variant de 0 à N. Et ça, c'est Cn. On considère la somme des AN la première série, la somme des Bn la deuxième série. On considère le produit de Cauchy des deux séries qui est celle-ci. C'est la série, la somme des Cn, où Cn vaut ça. D'accord. Je pense on fait pas ça en PC. En fait, quand on dit produit de Cauchy, c'est juste. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est que le produit de Cauchy. Il y a juste besoin d'être à l'aise dans la manipulation des indices quand on manipule des sommes. Donc, en fait, ici, quand je fais le produit de ces deux sommes, le coefficient devant x puissance n, ce sera ça. Et j'ai juste envie que vous ayez vu ça quand même parce que, en fait, c'est des choses qui peuvent tomber. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un petit silence, genre c'est chelou. Et la somme, c'est la somme des AK fois BK. Non, c'est la somme des AK Bn-K. Ouais. Et ça, en fait, c'est une définition. Elle est peut-être pas à ton programme, Il n'y a Kenza. pas de propriété. Non, c'est la somme des. Si les deux séries sont absolument convergentes, alors cette série-là est absolument convergente. Si, Cauchy, c'est le programme, je crois. Ok. Voilà, mais à la rigueur, c'est vraiment indépendant de cet exercice-là. Ouais. Et c'est juste une illustration du fait que quand vous faites deux sommes, quand vous faites la multiplication entre deux sommes, après les indices, ils sont regroupés de telle manière que la somme fait la même chose à chaque fois, la somme des indices. Donc ici, c'est 0 plus n, 1 plus n moins 1, n plus 0. Vous comprenez ce que je raconte, hein? C'est la manipulation des polynômes. CVA. Donc si le produit de Cauchy converge absolument, alors les deux séries convergent. Exactement, mais ça n'a rien à voir avec cet exercice. Hein. D'accord. Ok, ça c'est Ouais, juste. non, bien sûr. Mais... Donc ça fait combien? C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse. Non, c'est ça, c'est si Bah la sinon, ça n'a pas de sens. Non, c'est si les deux séries convergent, alors leur produit Cauchy converge. Exactement, c'est ça, Igor. C'est pas ce qu'a dit Kenza? Ah, d'accord. Elle a dit l'inverse. Elle a dit si le produit Cauchy converge. Non, t'as raison, Igor. Donc on a ça. Donc ça, du coup, ça fait combien? Par symétrie du coefficient binomial, on peut le regrouper en carré de n. Ok, mais à la fin, ça fait combien du coup? Ça fait la somme pour k allant de 0 à... Ouais, des k parmi n au carré, et donc ça fait combien? Ah, c'est aussi le coefficient en 2 puissance n de 1 plus x puissance 2n. Donc ça fait combien? Ça fait 2 puissance n sur... non. Ça fait combien? La somme pour k allant de... Non, je m'embrouille. Ça fait 8. Ouais, ça fait 8, ça appuie sur 2 même. Non, bon, réfléchissez 2 secondes là. Sur... Non. Il y a Rida. Rida, je ne te connais pas. Rida l'a dit. Rida nous a dit n parmi 2 n. Il a raison, Rida. Voilà, oui. Rida, tu es dans quelle prépa? Rida. Il ne peut pas nous dire. Il n'a pas mis sa caméra. Il a tiers. Et t'es en quelle filière? T'es le concurrent de qui parmi nous? Parmi tout le monde là. MP voilà, c'est le concurrent d'Alexis. Ok. Donc. Attends, mais d'où ça sort la n parmi 2 n là? Je vais reprendre l'exo parce que j'ai vu dans certains regards, il y en a qui ont coupé la connexion Wi-Fi là avec nous. Alors, je répète, cet exercice, c'est pas un exercice trivial, c'est un exercice qu'il est important d'avoir déjà vu parce que il semblerait, quand on regarde les annales, que les coefficients binomiaux, d'autant que maintenant les probabilités sont au programme, les coefficients binomiaux tombent de temps en temps dans des questions en plein milieu. Donc, un des exercices, on va dire, les moins triviales et qui peut tomber sur les coefficients binomiaux, c'est la somme des k parmi n au carré. La somme des k parmi n au carré, pour faire ce calcul, c'est de la manipulation de somme. Donc, ça fait ça, parce qu'on est d'accord que ça égale ça. Et au cas où vous en doutez, enfin, j'espère que vous avez compris, hein, le nombre de... Les coefficients binomiaux, en petite parenthèse, hein, au cas où ça peut tomber, le nombre de possibilités de choisir, imaginons que vous êtes un entraîneur
vous devez choisir 11 joueurs et vous avez 100 joueurs. Donc, vous avez 100 joueurs au total, vous devez choisir quels sont les 11 joueurs qui vont démarrer pour un match de foot. Choisir 11 joueurs parmi 100, c'est comme en éliminer 89. Il y en a autant de manières. Voilà pourquoi c'est ça. De toute façon, et puis d'un point de vue calculatoire, il y a autant de manières de choisir 11 joueurs que d'éliminer 89 joueurs parmi 100 joueurs. Okay, donc, j'ai ça. Ensuite, je me dis, ah bah là, je pense au produit de Cauchy. Ça, c'est Isor qui nous l'a dit. Isor, elle était en forme, elle s'est dit, je sais pas c'est quoi exactement, mais il y a Cauchy quelque part. Cauchy se cache. Elle n'avait pas tort. Donc, on a dit, je vous ai dit, on va poser ce polynôme-là. 1 plus x puissance 2n, c'est 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Jusque-là, tout va bien. Et on développe chacune des parenthèses et on a ce produit de deux polynômes. Et ensuite, je dis, mais attends, quand je développe tout, j'aurai un giga polynôme de degré 2n et je me pose la question, quel sera le coefficient devant x puissance n? Si vous êtes un peu à l'aise dans la manipulation des parenthèses, vous comprenez qu'en fait, à chaque fois, ça va être 0 parmi n fois n parmi n, parce que quelles sont toutes les manières de constituer x puissance n? Ça va être le coefficient constant fois x puissance n, le coefficient en x fois le coefficient en x puissance n-1, le coefficient en x carré fois le coefficient en n-2, etc. Donc, quand vous allez tout sommer, il y a ça qui va apparaître. Par ailleurs, le coefficient devant x puissance n dans 1 plus x puissance 2n, c'est n parmi 2n. Ah, mais oui, je suis trop cool. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a un nouveau personnage, Elijah Loïc Bodipo Obia. Salut Elijah. Il veut pas trop qu'on le reconnaisse, hein. Il a juste mis une caméra sur son front. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ainsi que nous clôturons cette petite parenthèse sur les coefficients binomiaux. On va pas rester non plus 10 piges. C'était vraiment, on va dire, les impondérables. Et s'il vous plaît, regardez la formule de Stirling. Il y a des équivalents, même si là, on pouvait s'en sortir sans, regardez la formule de Stirling, c'est hyper important. Alors, maintenant, je suis tombé sur un sujet sur les espaces euclidiens, très joli. C'était central de l'année dernière. Ça commençait comme ça. On considère l'ensemble des matrices Mn de R, ok, et on va l'unir de ce produit scalaire. Donc, si A et B appartenant à Mn de R, c'est quoi le produit scalaire canonique sur Mn de R? Transposé de B fois A. Non, oui, quoi de transposé de B fois A? Hein? Ça c'est pas un réel. Ouais, c'est pareil. La trace. La trace, voilà, très bien. Pardon. La trace de transposé de B fois A. Alors, ça, c'est un. Donc, on ne vous demandait pas de remontrer que c'est un produit scalaire. Tout le monde sait que c'est un produit scalaire. Juste, il y a un truc. La raison pour laquelle c'est un produit scalaire, c'est parce que A scalaire A, si A scalaire A, ça fait 0, pourquoi A égale 0? 30 secondes. Pourquoi c'est un produit scalaire, en fait? Parce que c'est un produit scalaire et donc c'est défini. Alors, qui a parlé? Je ne te vois pas. Où es-tu? Ma caméra n'est pas activée. Donc, qui es-tu? Présente-toi. Inès, je suis en prépa à Saint-Etienne. Ok, Inès. Alors, vas-y, dis-nous pourquoi si A scalaire A vaut 0, alors A égale 0. Pourquoi ça, c'est un produit scalaire, en fait? C'est ça ma question. Je ne t'entends pas, Inès. Je t'ai mis la pression. Vas-y. Voilà. Parce que si la transposée de A carré, c'est égal à 0, donc forcément A est 0. Absolument pas. Voilà ce que nous a dit Inès. T'as bien fait de ne pas mettre ta caméra. Franchement, bonne idée. Donc, elle dit, c'est pour t'accueillir parmi nous, Inès. Voilà. Nous sommes des blagueurs à Educati. Nous nous vannons tous each other. Il n'y a que lui, hein. Vous aussi, vous pouvez me vanner, vous savez bien. Grégoire fait que ça d'habitude. Il s'est un peu calmé. On m'a muselé. Alors, Inès, c'est pareil. Alexis, il veut toujours qu'on respecte la diversité à Educati. Je ne sais pas comment ça se prononce. Inès, merci Inès. Ouais. Toujours est-il, j'ai cru comprendre Inès que tu m'as dit si transposé de A fois A égale 0, alors A égale 0. Est-ce que c'est ce que tu non.
Ah non, j'ai mal réfléchi parce que je vous ai dit transposer de A carré à… En plus, tu m'as dit ça, oui. Je me suis dit là, vraiment, t'as dit non. Voilà, c'était pas ça. En fait, la question, c'est pourquoi si trace de transposer de A fois A égale 0, alors A égale 0? C'est ça ma question. Vous devez tous savoir répondre à cette question. Vas-y, Alexis. Ben, on doit pouvoir montrer que c'est égal à la somme des carrés des entrées. Exactement, c'est la somme des A, I, J au carré pour I et J entre 1 et n. C'est la somme des carrés des coefficients. C'est pour faux, Alexis. Alors, et ça, vous devez tous le savoir le redémontrer. La trace de la transposée d'une matrice fois sa matrice, ça fait la somme des carrés des coefficients. Donc, si ça fait 0, c'est que la matrice vaut 0. Okay, mais ça, on ne vous demandait même pas de le démontrer dans le sujet de centrale l'année dernière. On vous demandait tout simplement de montrer que si on considère AN de R l'ensemble des matrices antisymétriques, normalement, vous savez tout ce que c'est, hein, mais bon, on ne sait jamais. Transposée de M égale moins M. Sn de R, c'est l'ensemble des matrices appartenant à Mn de R, telles que transposée de M égale M. Eh bien, on vous demandait de montrer que Mn de R, c'est la somme de ces deux espaces, mais la somme orthogonale. Avec un petit orthogonal ici. Alors, la somme, vous l'avez tous fait en sup. La somme orthogonale, c'est pas sûr que vous l'ayez tous fait. Donc, faites les deux en un. Walid? Oui. Ouais, c'est Hamza, ma caméra marche pas, je voilà. J'ai pas entendu. Qui es-tu? Un bel inconnu du prénom de Hamza. Voilà. Ah, Hamza. Oui, Hamza, tu n'es pas un inconnu. Par contre, même ta connexion n'est pas tip-top. Hein. On t'entend moyennement bien. Vas-y, dis-moi. Non, juste, je reviens. Ça va, toi, sinon, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, Hamza, merci. C'est très gentil, mais nous ne sommes pas seuls. Donc, vas-y. Donc, ça marche pour la caméra. Tu as un truc en maths à dire ou c'est juste pour savoir si la famille ça va bien? Ça va, t'inquiète. Mais C'est bon. Vas-y, je coupe le micro si tu veux. Merci. Elijah, bienvenue. Elijah Loïc Bodipo Obia. Tu as l'air fasciné, Elijah, par ce qui se passe. Ah, Elijah, tu es là? Il a coupé son. Bon, il veut pas. Il a mis sa caméra sur le plafond. Bref. Donc, est-ce que quelqu'un a un truc à me dire là-dessus? Vas-y, Kenza. Elijah, tu as trouvé la réponse? Alors, Elijah, coupe ton son, tu as une très mauvaise connexion. Je suis désolé. Oui, Kenza, vas-y. On peut introduire l'application qui à M donne cette transposée. Ok, et donc? C'est chelou. Il faudrait… Ouh là là. Non, en fait, ça va être chiant. Mais si on arrivait à montrer qu'elle est orthogonale, on pourrait… Oui. Qui est orthogonal, dis-moi? Moi, Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Donc, on peut faire en deux temps. Vas-y, Baptiste. Avec d'abord la somme directe en faisant une analyse synthèse. Et en alors, même directement, on peut même dire directement si soit M appartient à Mn de R. On peut dire que c'est M plus la transposée de M sur 2. Très bien. Plus M la transposée de M sur 2. Exactement. Voilà, on écrit ça directement. On est des professionnels. On est en maths P, on est l'élite de la France, on écrit directement ça. Hein. Ok, ça c'est symétrique. Et après, on prend le produit scalaire et on montre que la trace est égale à moins elle-même et que du coup, la trace est nulle. Alors, très bien. Alors, 2 secondes. Ça, c'est une matrice symétrique, ça, c'est une matrice antisymétrique. Donc, on a bien montré que toute matrice pouvait se décomposer comme la somme d'une matrice antisymétrique et la somme d'une matrice symétrique. On va juste faire l'intersection. Si M appartient à AN, intersection Sn de R, ça veut dire que M égale transposée de M égale moins M, donc M égale 0.
Donc jusque-là, on a montré que Mn de R était en somme directe entre Sn de R et An de R. Donc ça jusque-là, normalement, vous l'avez tous fait en début de sup. Après, pour la somme orthogonale, alors explique-moi comment tu as fait exactement, Baptiste. J'ai pris A appartenant à An de R et S appartenant à Sn de R. Très bien. J'ai fait le produit scalaire de A par S et le produit scalaire de S par A. Et on trouve qu'on a la trace de AS qui est égale à moins la trace de AS. Et donc la trace est nulle. Enfin, alors vas-y, moi je écris exactement. J'ai le produit scalaire de A par S qui est égal à la trace de la transposée de A fois S. Très bien. Qui est égal à moins transposée de AS, enfin moins la trace de AS. Ok. C'est aussi égal au produit scalaire de S par A. Alors, pourquoi? Vas-y. Par symétrie du produit scalaire. Ah oui, ok. Donc tu me dis, ça c'est aussi égal à S scalaire A. Et donc ça tu dis, c'est trace de cette fois-ci. Transposée de S fois A. Voilà. Et donc tu trouves trace de SA. Trace de SA. Et la trace de SA est égale à la trace de AS. Enfin, on peut. Voilà. Du coup, on a X qui est égal à moins X, du coup X égale 0. Voilà, très bien. Du coup, A scalaire S est égal à moins S scalaire A. A scalaire S égale 0. Franchement, c'est pas trivial. En fait, c'est pas si bidon que ça. Hein, parce qu'il faut y prendre. En fait, comment dire? Si vous l'avez jamais vu le jour du concours, il y a moyen de vous stresser, vous vous embrouillez, vous essayez de pipoter, vous n'avez pas les points. Ah, mais Baptiste, tu l'as fait l'année dernière, toi. Ah, voilà. Je sentais bien une forme de confiance. Je me disais bien, le mec, il est droit dans ses bottes, tac, tac, tac. Tu l'avais trouvé l'année dernière ou pas? Ouais, mais j'ai galéré genre 10 minutes dessus avant, quoi. Parce que c'est pas trivial. Mais en fait, c'était tombé il y a 2 ans aussi à Centrale. C'est une question qui est pas triviale, mais qui retombe très souvent. C'est pour ça que je voulais mise. Juste, pourquoi la trace de SA, c'est égal à la trace de AS là, dans l'avant-dernière ligne? Alors, Isor, tu me fends le cœur. Hein, comme célèbre citation. Parce que c'est du coup trace de AB égale trace de BA. C'est du cours, Isor, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça a comme corollaire? Je vous la fais tout le temps, cette question. Quel est le corollaire du fait que trace de AB égale trace de BA, quelles que soient les matrices A et B? C'est un corollaire fondamental. Alors, il y a Christophe qui nous dit donc trace de AB moins BA égale 0. Merci pour ta contribution, Christophe, mais ce n'est pas ça. Il y a un truc beaucoup plus puissant. Il y a un truc beaucoup plus puissant. Et à chaque fois, et d'où le mot trace. À chaque fois, je vous dis d'où le mot trace. Pourquoi on utilise le mot trace? Il y a une nouvelle. Salut Ishrak, bienvenue. C'est pas du lourd là. Je sais. C'est pas une... Vas-y Marc-Orion. Il se dit, il va manger tous les pétés de l'histoire. Vas-y Marc-Orion. Vas-y. C'est parce que la trace, elle est invariante par similitude. Exactement. Et pourquoi? Pourquoi le fait que la trace de AB égale trace de BA nous permet ça? Parce que... si deux matrices sont semblables, qu'est-ce qu'elles vérifient? Vas-y Alexis. Ta trace de P, A, P-1 qui est égale à la trace de P, P-1A égale trace de A. Exactement, parce que si j'ai A et B semblables, j'ai A égale P-1 BP, donc j'ai trace de A égale trace de P-1 BP. Et comme trace de AB égale trace de BA, je peux passer le P devant, j'ai trace de A égale trace de B. Ce qui veut dire que deux matrices semblables ont la même trace, ce qui veut bien dire qu'on peut parler de la trace d'un endomorphisme et pas de sa représentation matricielle. C'est-à-dire que si je prends l'endomorphisme qui est a priori un objet abstrait, si je prends ces deux représentations matricielles, elles ont la même trace parce qu'elles sont semblables et qu'elles ont la même trace à cause de cette formule. Ce qui veut dire donc qu'on peut parler de trace de U. Et on n'a pas besoin de préciser la base dans laquelle on calcule la trace, d'où la notion que, d'où le fait que la trace est considérée comme un invariant par similitude, d'où le mot trace, c'est la trace que laisse l'endomorphisme. C'est une quantité qui est propre à l'endomorphisme et non pas à la matrice. Ok? Tout le monde est d'accord? Je vais un peu vite parce que vous êtes nombreux, je me suis un peu aligné sur
sur le peloton de tête. Mais tout va bien, hein. C'est bon, on accélère. Vas-y. Ok, top. Alors ensuite, ils vous ont posé une petite question à Centrale, pareil. Donc on compte sur Baptiste. T'as pas envie de taper dans Central PC un peu? Non, franchement, non, ça c'est PC aussi. Allez, je te jure que ça c'est PC aussi. Hein. Je rigole. Oui, t'as vu, c'est un sujet sensible, Grégoire. On rigole pas avec ça. Hein. Ça aussi, ça peut être PC. Alors. Ensuite, dans ce magnifique sujet, on considérait donc si A égale A plus transposé de A sur 2 plus A moins transposé de A sur 2, on appelait ça AS et A indice A. C'est-à-dire que ça, c'est la projetée, c'est la partie symétrique de la matrice et ça, c'est la partie antisymétrique de la matrice. Okay, donc, c'était ça l'énoncé. Et on vous disait, par grand S, une matrice symétrique quelconque, montrer que A moins AS en norme est plus petit que A moins S. Quelle que soit la matrice symétrique, la norme de A moins AS est plus petite que la norme de A moins S, et la norme étant la racine carrée de trace de transposé de M fois M. En écrivant ça, on dit quoi de AS par rapport à A? Je vais un peu casser l'ambiance. C'est la question 1B. Hein. Croyez pas que c'était la question 12D. Hein. C'est la projection de A sur l'ensemble des matrices symétriques. Voilà, Grégoire, il est chaud. C'est ça, tout à fait. J'aurais une question juste. Est-ce que cette décomposition d'une matrice A, on peut l'assimiler au fait qu'on puisse écrire toute fonction comme une somme de fonctions paires et de fonctions impaires, ou ça n'a rien à voir? C'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, l'équivalent du produit scalaire... C'est l'intégrale? C'est l'intégrale de FG? Oui, mais cette fois-ci, ce que ça fait 0 si je prends une fonction paire et une fonction impaire. Si je prends l'intégrale de FG, je ne vais pas dire de bêtises, j'en sais rien. L'analogie a ses limites, je ne sais pas. En tout cas, ici, tu as parfaitement raison. En montrant ça, on montre qu'en fait, j'ai A. Là, j'ai les matrices symétriques. Et la projection orthogonale de A, c'est AS. C'est AS. Et la norme de A moins AS est plus petite que la norme de A moins, quelle que soit la matrice symétrique. AS, c'est la matrice qui vérifie le minimum de la distance entre A, le minimum de la distance A moins AS. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Bon, montrez ça. Magnifique les maths. Et je vois Quentin, t'as l'air au bout du rouleau. Je vois. Quentin, t'es en MP, non? Je t'entends pas, Quentin, tu t'es mis en Wi-Fi. T'as vu, le conduite éducative faut être toujours en câble Ethernet, c'est le premier. Je suis en Wi-Fi. Toi, t'as un bon Wi-Fi, Grégoire. Oui, t'as un fibre optique, voilà, t'as de la chance. Mais au-delà du périphérique, Wi-Fi, c'est un truc. Bon. Donc, Quentin, t'es en MP ou en psy? J'ai oublié. En psy. Ok. Donc, comment on montre ça? Alors, il faut pas... Alors, je t'entends très mal, mademoiselle, je ne sais pas qui tu es. En gros, il faut... Allô, je t'entends très mal. Allô? Oui. Vas-y, parle. Dis-nous. Il faut remplacer AS par A plus la transposée de A sur 2. Et cela va nous donner A moins la transposée de A sur 2.
Et de l'autre côté, on aura A plus la transposée de A sur 2. Non? Non, ça, je sais pas ce que ça fait, Ishrak. Ah oui. Non, non. Bah, Vas-y. la norme de A moins AS, c'est moins la trace de AA au carré. Non, c'est pas la même. Non, non, ça là. Oui, bah, A, c'est AS plus AA. Oui, exactement. Donc ça, c'est AA, si tu veux. Ça, c'est A. Et ben, la norme de AA, pourquoi j'ai un truc négatif? Parce que la transposée de A, c'est moins AA. Ouais, mais donc ça fait juste moins trace de A au carré. Mais Oui, A au carré, c'est pas nécessairement positif. Oui, oui, non, mais oui, du coup, c'est la racine de moins la trace de A au carré. C'est tout, tout ce que je disais. Merci. Ah, mais je pensais que ça pouvait être utile. On peut tester par l'absurde. Non, 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 en fait, on est dans un sujet d'écrit. Donc, cette question utilise nécessairement ce qu'on a fait juste avant. Je peux? C'est quoi avant? Vas-y, vas-y. Qui a parlé? C'est Hamza. Oui, Hamza. Vas-y, oui. Ouais. Alors, on met A moins S, c'est égal à AS moins S plus AA. Donc, A moins S, c'est AS moins S plus AA. C'est vrai, ça. Et on a que AS moins S, c'est orthogonal à AA. C'est vrai, exact. Parce que ça, c'est un SN de R. Ouais. Ça appartient à N de R. Du coup, on peut dire que le produit scalaire de A moins S au carré est égal à le produit de AS moins S au carré plus le produit de AA au carré. C'est pas le produit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le produit. Hein? Et il est stressé, Hamza, il y a beaucoup de gens. T'inquiète, Hamza, ne stresse pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le produit, c'est la norme de A moins S. La norme, non. Est égale à la norme de AS moins S au carré, plus la norme. Norme de AA au carré. Exactement, c'est Pythagore. Ah, c'est bon. Du coup, ça, c'est plus grand que ça. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est A moins. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais sauf que AA, c'est A moins AS. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça, c'est AS moins S plus A moins AS. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, c'est A moins AS. En fait, je vois, là, j'ai vu, là, je vous ai trouvé un peu silencieux. Alors, je vous explique. À partir du moment où on doit faire des inégalités et qu'il y a des trucs d'orthogonalité, c'est qu'il faut utiliser Pythagore. Et c'est des questions qui retombent vraiment très souvent. En fait, vous avez ce truc-là, vous devez vous dire, bah, si j'ai réussi à décomposer A comme une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique, c'est forcément, et que les deux appartiennent à des espaces orthogonaux, c'est forcément que ce vecteur-là est le proche fait orthogonal sur l'espace en question. À cause de cette relation. Et vous allez voir que ça va revenir. Oui, pardon? Vous ne pouvez pas s'en sortir par une inégalité triangulaire? Alors, qui parle? Mehdi. Ah, pardon, Mehdi. Bah, en fait, non, l'inégalité triangulaire, elle serait compliquée parce qu'en faisant ça, tu n'utilises pas l'orthogonalité. En fait, c'est simple. Quand tu es dans un sujet, on te parle il y a des trucs qui sont orthogonaux. Après, il y a des inégalités. 95%, c'est Pythagore. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin, en maths, vous avez aussi des espèces d'associations d'idées naturelles. J'ai une inégalité dans le cadre d'un espace euclidien. Soit il y a Cauchy-Schwarz, mais là, il n'y a pas de produit scalaire, c'est des normes. Soit il y a c'est Pythagore. Et ça retombe vraiment assez fréquemment, et c'est pour ça que je voulais vous le donner. Et n'oubliez jamais les premières questions, vous, comment vous allez commencer à bosser. Je vous invite vraiment à attaquer partie 1, partie 2 des sujets. Et faites pas les sujets en entier, c'est compliqué. Enfin, vous pouvez, hein, mais moi je vous conseille, faites des premières parties de sujets.
partie 1, partie 2, de plein de sujets. Et ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont juste, on va dire, il y a des sujets, il faut plonger dedans, et c'est des questions qui s'enchaînent, il y a des parties calculatoires, c'est bien de les faire. Mais là où vraiment vous progresserez, c'est multiplier les thèmes abordés par tous les sujets. Voyez plein de thèmes. Pour que comme ça, quel que soit le thème qui tombe, vous avez déjà vu des choses ces 2 derniers mois. C'est ce que je veux dire, au mi-avril, quand il y aura le sujet, quel que soit le chapitre sur lequel ça tombe, ouais, vous dites, ok, c'est bon, j'ai vu des trucs là-dessus déjà. Et vous n'êtes pas déstabilisé ou vous arrivez et vous dites, je ne sais pas quoi faire. C'est hyper important, les premières minutes. Ah, hyper important, mettez pas non plus trop de pression, même si vous ratez les premières. Des fois, les gens sont taquins, hein, ils mettent les trucs les plus durs au début. Et puis ensuite, après, c'est facile. Donc, soyez pas non plus complètement déstabilisés. Mais vous, pendant vos révisions, c'est quand même compliqué de faire 2 sujets par jour de 4 heures en révisant. Sérieusement, c'est pas évident. Moi, je vous conseille de faire des moitiés de sujets, quoi. C'est ce que moi je faisais, ce qu'on conseille éducatif depuis certains temps. Bon, ça c'était donc la première partie de Centrale de l'année dernière. Ok? Donc on va passer à autre chose parce qu'ensuite ça devenait aussi intéressant, mais après c'était plus facile. C'est pas trivialissime, c'est pas que je voulais donner. Ensuite je suis tombé sur un sujet où on va poser plein de questions de cours sur les endomorphismes orthogonaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, oui, Kenza. Grégoire, il a dit un petit truc. Est-ce que le fait que A-AS soit la norme de A-AS soit inférieure à A-S, quel que soit S dans Sn, c'est équivalent avec projeté orthogonal? Parce que j'ai vu un truc pareil. C'est exactement ça. Avec P de X moins X, pas P de X moins X plus Y avec Y dedans. Non, en fait, c'est exactement ça. Si on a P de X, en fait, on a pour tout Y appartenant à F, on a X moins P de X, qui est plus petit que X moins Y. Et ça veut dire que P de X est le projeté orthogonal de X sur F. Ok, moi j'avais juste vu P de X inférieur à norme de X, mais oui. Non, c'est ça autre chose. Ça, c'est un exemple qui est un peu plus chaud, qui te dit les 2 espaces ne sont pas orthogonaux. Les 2 espaces sont orthogonaux, ce qui est seulement si la norme de P de X est plus petite que la norme de X. Ça, c'est un exemple. Ah oui, c'est pas pareil. Okay. C'est pas pareil. Là, ce que je te dis, c'est que la définition d'un projeté orthogonal, qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, si je vous disais, on considère 2 secondes, parce que je suis allé un peu vite là-dessus, et peut-être que pour certaines personnes, je vous ai perdu. Je n'ai pas envie de vous perdre, ce serait dommage, parce que cette thématique est quand même hyper importante. On considère X un vecteur. On considère n'importe quoi un sous-espace vectoriel grand F. Ok? Et on considère G un espace orthogonal à F. Donc on a F plus G qui sont en somme orthogonales et le tout ça fait E. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement que le projeté orthogonal de X sur F? C'est le vecteur qui vérifie quoi? Il vérifie P de X appartient à F. Ok. Et X moins P de X. Il vérifie X moins P de X. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire ça. Ça veut dire ici j'ai P de X et ici j'ai X moins P de X. Et en fait, c'est le vecteur qui vérifie P de X et X moins P de X sont orthogonaux. X moins P de X orthogonal à P de X. D'un point de vue conceptuel, imaginons que je vous dis, vous savez que ça, c'est utilisé tout le temps par les ingénieurs. Hein, quand on vous dit, bon, bref, c'est pas grave, oubliez-vous. Excusez-moi, la régie me dit des trucs. Donc, si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des normes? Ça veut dire que X, il est égal à X moins P de X plus P de X. Et comme c'est orthogonal, bah, ça veut dire que norme de X au carré est égale à X moins P de X au carré plus P de X au carré. Donc ça, en général, on a ça. Et donc la première inégalité qu'on obtient, c'est donc la norme du projeté orthogonal est toujours plus petit que la norme du vecteur.
Ça, c'est vrai. Mais l'autre chose, c'est que par ailleurs, si je prends Y appartenant à F, quelconque, eh ben, j'ai X moins Y au carré. Alors là, je 2 secondes. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. X moins Y, c'est égal à X moins P de X plus P de X moins Y. Sauf que X moins P de X, il appartient à G. Parce que X moins P de X est orthogonal à P de X. Et ça appartient à F. Du coup, X moins Y au carré est égal à X moins P de X au carré plus P de X moins Y au carré. Du coup, X moins P de X est plus petit qu'X moins Y. C'est exactement ce qu'on a fait juste il y a 30 secondes. C'était A moins AS plus petit que A moins S. Salut Eurydice. Merci pour ta ponctualité, c'est hyper sympa. Donc, alors, est-ce que vous arrivez à tout suivre là? Oui. Ouais. Ça, c'était juste un petit aparté, c'était pour illustrer ce qu'on a fait juste avant. Ok, on va passer à autre chose. On va passer aux endomorphismes orthogonaux. Alors, on dit que, donc ça c'était, je ne sais plus quel concours, mais c'est un concours très récent aussi. Donc soit E, un espace vectoriel de dimension finie, même quand c'est nécessaire. F, un endomorphisme. On dit que F est orthogonal si et seulement si, pour tout X appartenant à E. Norme de... Il y a un mec qui fait un son bizarre. Non, c'est bon. C'est ma règle. Merci, ok. Norme de f de x est égale à norme de x. Ok? Une isométrie. Première question. Montrer que si f est une isométrie, alors f est inversible, appartient au groupe linéaire de E, et que son inverse est aussi orthogonal. C'est la première question. Deuxième question. Montrer que le fait que f soit orthogonal est équivalent au fait que pour tout xy appartenant à E carré, f de x carré f de y est égal à x carré y. Tout ça, c'est du cours. Hein. C'est du cours. Troisièmement, montrer que si f est orthogonal, spectre de f est inclus dans -1,1. C'est le dernier truc qu'on va faire. Je ne veux pas rester très tard. C'était vraiment, c'est juste on fait des petits séminaires de temps en temps pour que on essaie de garder un petit peu la forme d'ici les concours, mais on fait cet exo et après on arrête. Ne vous inquiétez pas. Alors, Ishraq, toi, tu es dans quelle prépa? Alors, moi, je suis à Saint-Étienne. Je suis à lycée Étienne Limard. Ok, très bien. Et toi, Eurydice? Toi, tu es en PC, Ishraq? Non, je suis en psy. En psy, ok. Et toi, Eurydice? Voilà.
Ah, Orsay en MP. Très bien. Orsay? Donc elle prépa, comment elle s'appelle ta prépa? Orsay, c'est une ville. Non, ça... Non. Ah, Blaise Pascal, voilà, ok. Alors, ils ont vachement monté en statistique cette année. Hein. Ouais, Eurydice, on compte tous sur toi. Donc, franchement, vous pouvez tous faire l'exercice. C'est pas un exo dur. Bonsoir Aïssata. Tu es dans quelle prépa, Aïssata? Merci Aïssata. Elle a vu la lumière par internet, elle est venue la rentrer. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est une soirée là? Qu'est-ce qui se passe? on fait des maths, Aïssata. C'est pas génial? J'ai compris. Non, pas de souci. Faut que je travaille mieux avec les vigiles, là, les gens de la régie. T'es en prépa, Aïssata, ou tu t'incrustes? T'as envie de faire des maths? Non, je suis en PFI à Moisson. Ok. Dans ce cas-là, tu es la bienvenue. Merci. Par contre, il y a du bruit chez toi, si tu peux couper le micro. Merci. Ah, il y a beaucoup de bruit, il y a de l'ambiance. Merci. Alors Charles-Henri, je t'ai pas embêté, t'es un mec de Joffre, les mecs de Joffre, je les embête. Hein. Il y a une forme de proximité naturelle. Donc si t'avais vu à quoi il ressemble en vrai, tu l'embêterais pas. Hein. Mais justement, la visioconférence, je peux prendre la confiance. Donc vas-y. Tu fais des rimes en plus. T'as dit quoi avec toi? Que tu faisais des rimes. Bah évidemment, je suis un artiste. Alors, vas-y. Charles-Henri, est-ce que tu as fait la première question? T'as coupé ton micro, Charles. Non, tu sais, alors le micro c'est en bas à gauche, il y a tu vois, normalement il y a un truc. Ou genre, tu sais pas comment ça marche, t'as pas envie de parler. Sur l'écran avec la vidéo. En bas à gauche, Charles-Henri, c'est pas grave, je pense Charles-Henri, c'est bon, t'as de la chance. Ah, c'est bon, je suis là. Bon, vas-y alors, est-ce que tu as fait la première question? Pas tout à fait, non. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Baptiste va nous la corriger. Le regard. Alors, Baptiste. J'ai les deux dernières. La première, c'est le fait que ce soit un sous-groupe de GL2E, non? Non, le fait que ce soit inversible. Pourquoi si ça vérifie ça, naturellement, c'est inversible? Alors, vas-y, Kenza. On doit passer par le noyau et dire que si x appartient à ker f, alors la norme de f de x vaut 0 et la norme de f de x est la norme de x. Et donc, par comment ça s'appelle? Séparation. Séparation, x égale 0. Absolument. Donc, ker de f égale 0. Et comme on est en dimension finie. Exactement. Je l'avais dit à l'oral. C'est pour ça que je parle aussi. Bah voilà, désolé, autant pour moi. Mais je l'avais dit. Fais pas genre que t'avais pas trouvé à cause de la dimension finie, Grégoire. Hein, ça, on sait, ça sert à rien d'appuyer là où ça fait mal. Si c'est bon, ça va trouver, c'est bon. Donc, Il n'avait pas compris, Walid. alors, le noyau est réduit à 0, on est en dimension finie, donc f est inversible. Le groupe linéaire, c'est l'ensemble des endomorphismes inversibles qui agissent sur eux, et c'est un groupe. Maintenant, pourquoi l'inverse de f, puisqu'il est inversible, c'est qu'il a un inverse? Why the inverse is orthogonal? Donc, pourquoi l'inverse est orthogonal? Ouais, Mehdi, t'es impressionné par mes talents d'anglophone. J'ai vécu à... Ah, alors? On a f1, f-1 qui est égal à l'identité, du coup on fait le déterminant et on a directement... on peut avoir le déterminant de f-. Non, parce que si tu fais ça, tu as juste que déterminant de f-1 égale 1 sur déterminant de f. En fait,
comment dire, l'information sur le déterminant ne donne pas d'information sur le fait que f soit orthogonal ou pas. C'est une implication. Si je suis orthogonal, mon déterminant vaut 1 ou moins 1. Mais si mon déterminant vaut 1 ou moins 1, je ne sais pas si je suis orthogonal. Ce n'est pas une équivalence, il faut faire attention. On peut dire qu'une fonction est inversible. C'est pas bijectif le terme? Comment? On peut dire qu'une fonction est inversible. Elle n'est pas bijectif pour les fonctions? C'est une application linéaire, donc on dit à l'inverse. Pour une fonction, tu vas dire qu'elle est non. Tu vas dire qu'une fonction. Non. En fait, le truc, c'est que d'un point de vue algébrique, si tu considères une fonction, si tu veux parler en inverse pour la loi de composition, non, tu vas parler de l'inverse pour la multiplication à la rigueur et il faut que la fonction ne s'annule jamais. En fait, non, pour les fonctions de R dans R, on n'utilise pas ce vocabulaire. C'est ça mon point. J'ai rien compris. Tu voulais dire, est-ce qu'on peut parler pour une fonction d'inverse? Ben non, mais là, tu parles d'une fonction inversible. C'est bizarre, non? C'est une application linéaire. C'est une application linéaire. Je sais pas, la rotation d'angle pi sur 2, c'est une isométrie. Son inverse, c'est la rotation d'angle moins pi sur 2. C'est une application. On dit pas qu'une application elle est bijective. C'est pareil. Inversible. Oui, justement. Mais on peut dire qu'une application est inversible. C'est ça ma question. Parce que moi, j'ai toujours dit application bijective. Donc, je sais pas si le vocabulaire. Non, on peut dire inversible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle admet un inverse pour la loi de composition. Et qu'en fait, on considère que dire qu'elle est bijective. Parce qu'en fait, être bijective, ça veut dire qu'il existe G tel que f rond G égale 0. F rond G égale l'identité, pardon. Donc, qu'elle est inversible pour la loi de composition. Aristote nous dit on parle plutôt d'isomorphisme. C'est une définition. Si je suis un endomorphisme bijectif, je suis un isomorphisme. Si tu veux, on aurait pu te demander de montrer qu'un endomorphisme orthogonal est un isomorphisme si on voulait mettre du vocabulaire pour se la raconter. Mais voilà, c'est la même chose. Hein. Alors, il y a Christophe Niro qui nous dit f de f-1 de x égale x. Or, f de f-1 de x égale absolument, car f est orthogonal, et donc ah oui, du coup, c'est bon. Il a raison, Christophe Nero. Je ne sais pas si t'es déjà allé à Londres, c'est pas pour la raconter, genre je suis allé à Londres. Il y a une marque de café hyper connue qui s'appelle les Cafés Nero. Et ça m'a fait penser à ça. Vous connaissez pas ça? Bon, petite parenthèse. Il nous partage ses petits souvenirs de Londres. Exactement. Il est nostalgique, il veut y retourner. Exactement. T'as raison, efface la question. Pardon. Oui, t'as raison, bien joué. Alors. Bah non, mais justement, merde, putain. Non, le fait que f soit inversible, Grégoire, c'est à cause du noyau. Ker de f il vaut 0 si x appartient au noyau. Si x appartient au noyau, f de x égale 0. Or, norme de f de x égale norme de x égale 0. Donc, ça veut dire que x égale 0. Donc, le noyau est réduit à 0. C'est ça que j'ai fait. Donc, f est inversible. Maintenant, on a norme de x, c'est égal à norme de f de f-1 de x. Il a raison, Christophe. Parce que f-1, c'est l'identité. Et comme f est un isomorphisme, c'est égal à norme de f-1 de x. Tout simplement. Alors Christophe, si tu ne sais pas que tu appartiens à une famille de gens hyper successful à Londres, en fait ça s'appelle comme ça. En fait, ils te l'ont pas dit, c'est pas exactement comme ton nom de famille, mais je vous jure, c'est vrai. Café Nero, c'est hyper connu à Londres. Tu dis, bah rendez-vous à Café Nero de là-bas. C'est une grande chaîne, c'est Starbucks. Avec Starbucks, toujours confus. Ouais, c'est genre comme Starbucks. Bref, petite parenthèse absolument pas utile pour les concours. Donc, on a ça, on a donc l'inverse qui est aussi orthogonal. Alors maintenant, pourquoi dire que je suis une isométrie? C'est équivalent à dire que je préserve le produit scalaire. Identité de polarisation. Alors, qu'est-ce que tu appelles identité de polarisation, Baptiste? Le produit scalaire de x par y est égal à 1/2 de la norme de x plus y carré moins la norme de x carré moins la norme de y carré. Exactement, c'est vrai. Donc ça fait 1/2 de, vas-y, qu'est-ce que tu dis? La norme de x plus y carré moins la norme de x carré moins la norme de y carré. Mais il n'y a pas de f là-dedans, là. Attention, moi je veux montrer. Tu veux montrer quel sens là? C'était une équivalence, non? Ouais, donc tu choisis un sens, donc vas-y. Bah là, du coup, je vais introduire les f. Je vais avoir la norme au carré de f de x plus f de y parce que f est linéaire. Alors, ça c'est x plus y au carré, c'est la norme de f de x plus y. Parce que c'est une isométrie, moins la norme de f de x au carré
moins la norme de f de y au carré. Donc là, on va supposer que f est une isométrie. Si f est une isométrie, on va montrer qu'elle préserve le produit scalaire. Si x appartient à E, si y appartient à E, on a ça. Ensuite, f de x plus y, c'est f de x plus f de y, et on développe la norme au carré, et on a directement le résultat. Très bien, Baptiste. Plus 2 fois f de x carré f de y, moins f de x au carré moins f de y au carré. Et donc ça fait f de x carré f de y. Je vous explique. Dès que vous avez des relations sur les normes et que vous voulez en déduire des choses sur les produits scalaires, soit vous dites les inégalités de polarisation, mais il n'y a même pas besoin de connaître le vocabulaire, on utilise ça. On utilise le fait que norme de x plus y au carré, c'est norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 fois x carré y. Vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre, vous êtes amené à utiliser ce qu'on appelle l'identité de polarisation. En fait, juste utiliser. Vous êtes d'accord, les gens? Ouais. Ça, c'était pour un sens. Let's do the other way around. Faisons l'autre sens. Donc, si pour tout x, y, donc ça on va dire que c'est ce sens-là. L'autre sens, c'est si pour tout x, y, f de x carré f de y égale x carré y, il suffit de faire quoi? De prendre y égale x. Exactement, y égale x. J'ai norme de f de x au carré égale norme de x au carré. Très bien. Allez, nouveau personnage, Samira. Salut Samira. Tu veux pas parler? Pas grave. Les gens sont très timides, c'est pas grave. Donc, vous avez ça. Donc tout ça, c'est du cours. Enfin, normalement. Dernière question. Pourquoi le spectre de F? Alors, il y a Rida qui nous demande, est-ce que la conservation de la norme est une condition nécessaire et suffisante de F orthogonal? Bah oui, c'est la définition F orthogonal, c'est F isométrique. C'est juste un autre nom. Et conserver la norme, c'est pareil que conserver le produit scalaire, c'est ce qu'on vient de montrer. Alors, pourquoi le spectre des F appartient à -1? C'est facile. Vas-y, Grégoire. Bah, si on prend lambda, une valeur propre de f, Très bien. il existe un x tel que f de x égale lambda x. Très bien. Il existe x non nul. X non nul. Et là, on prend la norme, ça veut dire que norme de f de x égale la valeur absolue de lambda norme de x, et donc ça convient que pour lambda égale 1 ou moins 1. Très bien. Donc lambda égale 1. Valeur absolue de lambda égale 1. Donc si lambda est réel, c'est 1 ou moins 1. Très bien. Et dernière question avant que je vous laisse. Donc vous avez vu, c'était court, hein, c'est juste, on a fait plein de choses pas trop dures. Est-ce que si f est orthogonal, nécessairement elle a une valeur propre? Ça dépend de la dimension de E. Alors donne-moi un exemple où elle n'admet pas de valeur propre. Pas de valeur propre. Elle n'admet pas de valeur propre réelle. La permutation circulaire. Ça veut dire quoi permutation? Dans quel espace? Dans R2. Dans R2, Grégoire, vas-y, donc c'est quoi l'application dans R2? La matrice, c'est cos θ moins sin θ, cos θ, sin θ. Exactement, la rotation d'un angle θ différentes capis. C'est une isométrie, elle conserve la norme, mais elle n'a pas de valeur propre. Par contre, si θ égale pi, bah, ça fait moins l'identité, la valeur propre, c'est bien -1, ça correspond à ça. Mais si θ égale pi sur 2, par exemple, la rotation d'angle pi sur 2, elle n'a pas de valeur propre. Il n'y a pas x tel que f de x égale lambda x. Par contre, elle est bien inversible, c'est la rotation d'angle moins pi sur 3, ou pi sur 3 moins θ, quoi, avec θ différentes capis. Mais elle est inversible. Son inverse est aussi une isométrie, la rotation d'angle moins pi sur 3, c'est une isométrie. Et juste pour illustrer tout ce qu'on vient de faire juste avant, qui est du cours encore une fois, mais c'est des questions de cours qui tombent au concours. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas fait une séance très dure,
Mais en fait, vous allez avoir des très bonnes notes au concours si déjà dans un premier temps vous êtes à l'aise sur toutes les questions de cours de tous les chapitres. Je n'ai pas tiré ça de XENS, on est d'accord. Prochaine fois. Alors, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Merci la régie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense qu'on va se refaire ça la semaine prochaine, encore sur l'algèbre. Ce sera, on va voir exactement ce qu'on va faire. Et on va essayer de continuer comme ça. La semaine d'après, je pense pas que je pourrai, mais de toute façon, on vous contactera par mail ou par Facebook. Et on fera ça jusqu'au stage de février, je pense. Après le stage de février aussi, je pense qu'on en fera 2-3. Et on va essayer de vous accompagner comme ça jusqu'au bout. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci les amis. C'est gentil Hamza pour les applaudissements. Merci, c'était vraiment cool. Merci les amis. Donc la prochaine fois, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. On va continuer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous donner mon adresse mail. C'est Walid. Walid, je dois y aller, désolé, mais merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Ginza. myeducati.com. Ok, walid@myeducati.com. Et je vous souhaite une bonne semaine. Stressez pas, vous inquiétez pas, même les 5 demi, je suis sûr que vous allez. Baptiste, ça me fait plaisir. Il a eu un peu d'orgueil, Baptiste, avec ma petite vanne du début de la séance. Je vais lui fermer sa bouche. Bien joué, Baptiste. Bonne démarche. C'est qui derrière Educati? C'est la régie, c'est les techniciens. Tu sais, une émission ne pourrait pas tourner sans une équipe. Tu sais, et c'est comme à la télévision, ils disent il y a une équipe derrière nous qui nous soutient. Voilà, c'est grâce à eux que tout ça. Je tiens les. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Okay. Merci Walid. Ciao, merci. Salut.